Espace TV, le 22h. Très heureux de vous retrouver sur Espace TV dans le 22h. Au sommaire, le pouvoir en place a-t-il importé des armes pour réprimer les manifestations? Cellou Dalein Diallo a tiré sur la sonnette d'alarme samedi et ce lundi, le député Amadou Damaro Camara a jugé utile de le recadrer. Il ne nie pas, mais parle de moyens anti-émeutes. Les détails dans ce journal. Des candidats au pèlerinage continuent de voir rouge à la mosquée Faïsal, où ils sont basés avant leur départ pour la Mecque. C'est une situation qui devient insupportable pour certains qui ne croient plus du tout en leur chance de se rendre au lieu saint de l'islam. Le corps sans vie d'un homme a été découvert ce lundi entre les quartiers Fossidé et Yateya. Il a été trouvé dans un caniveau et on ignore la cause de sa mort. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Pour protester contre ce qu'elle qualifie de dérive du pouvoir d'Alpha Condé, l'opposition républicaine appelle à manifester le 9 août prochain. L'honorable Amadou Damaro Camara de la majorité présidentielle réagit à cette actualité. Pour lui, c'est un refus de Cellou Dalein Diallo et de ses pairs de collaborer, pendant que le gouvernement s'active dans le respect des accords politiques. Le député du RPG Arc-en-Ciel justifie aussi l'achat d'armes qu'il qualifie d'anti-émeute par le gouvernement. Aboulaye Sadio Diallo, Abakardine Camara l'ont rencontré à l'hémicycle. Suivez. Ce week-end, l'opposition guinéenne a annoncé la reprise des manifestations de rue à Conakry dès jeudi prochain. C'est une mauvaise foi de la part des opposants, soutient le parti au pouvoir, car certains accords politiques sont déjà respectés par l'exécutif. La marche projetée du 9 août, qu'on ne s'y trompe pas, s'inscrit, à ne plus en douter, dans la droite ligne de déstabilisation du régime qui est en fin de compte le dessein de mon ami Cellou Dalein et de ses amis. L'indemnisation des victimes politiques, qui est une des causes de la frustration des opposants, n'est retardée que par eux-mêmes. À l'absence de la liste des personnes à dédommager et du montant qu'elles doivent percevoir, aucun acte n'est possible. Ce ne sera certainement pas dans la rue qu'on peut régler le problème d'indemnisation. Premièrement, on n'a pas discuté quel est le montant qu'il faut indemniser. Aujourd'hui, ils peinent à produire une liste des personnes à indemniser. Que Cellou Dalein Diallo et compagnie ne se fatiguent pas. Il est bien légitime que l'État se dote de moyens d'intervention pour encadrer les manifestations. M. Cellou Dalein se surprenne qu'un État se dote de moyens anti-émeutes. Ça, c'est encore une autre preuve de la mauvaise foi. Le Premier ministre Kassori Fofana n'a jamais violé les accords noués avec l'opposition. Le Premier ministre n'a pas dit « je te donnerai ce que tu demandes ». Le Premier ministre lui a fait des propositions. Le Premier ministre a répondu au courrier. La table de négociation est la solution, conseille l'honorable Amadou Damaro Camara. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, en abrégé OGDH, condamne l'interdiction des manifestations sur l'étendue du territoire national par le gouvernement. C'était ce lundi à la Maison de la Presse où elle a animé une conférence. Pour cette organisation, le droit de manifester est garanti par la Constitution et par les conventions internationales auxquelles la Guinée a souscrit. Malik Sangana Camara, Lamine Silla pour le compte-rendu. Les forces sociales de Guinée, pour protester contre la hausse du prix du carburant à la pompe, avaient établi un programme de manifestation sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement, de son côté, à travers le ministère de l'administration du territoire, a décidé d'interdire toute manifestation dans le pays. L'Organisation des droits de l'homme et des citoyens OGDH exprime son regret et son inquiétude suite à cet acte qu'elle considère d'une violation grave de l'article 10 de la Constitution. Elle viole flagramment des droits qui sont reconnus aux citoyens par la Constitution et par les textes internationaux de défense des droits de l'homme. Donc ça nous inquiète parce que
cette interdiction peut être un prétexte pour les forces de sécurité pour aller à des abus. Si pour le gouvernement, cette mesure d'interdire les manifestations vise à préserver la quiétude sociale dans le pays et permettre aux pèlerins de bien accomplir leurs devoirs religieux, pour l'OGDH, ces arguments ne tiennent pas. Nous comprenons ces arguments, mais ça ne doit pas être des prétextes pour interdire les libertés prévues par la loi fondamentale, la mère des lois. L'OGDH a tenu à rappeler le devoir régalien de l'État, celui de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir aux citoyens la jouissance du droit constitutionnel de manifester en République de Guinée. N'oubliez pas que les membres du gouvernement, ce sont des citoyens, eux aussi. Et il faut qu'ils respectent et ils fassent respecter la loi. Comme le président de la République a juré devant le peuple de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République. Cette organisation n'a par ailleurs pas caché son soutien à l'endroit des forces sociales de Guinée qui se battent pour faire baisser le prix du carburant à la pompe. La percée économique du secteur minier depuis 2010 est importante, plus de 25% de contribution à l'économie courante, avec des milliers d'emplois dans les zones à forte intensité d'investissement comme Bokeh et Bofa. Cependant, certains économistes sont sceptiques. C'est le cas de Sidia Touré, président de l'UFR, qui ne trouve pas satisfaction dans le secteur des mines en Guinée comme l'aurait réussi le domaine agricole. Aboulaye Keita et Salifou Lufo-Sissé, nos correspondants régionaux, l'ont rencontré dans son village. Suivez. La région de Bokeh, décrétée zone économique spéciale par le président de la République. Il s'agit de favoriser des investissements majeurs et enclencher le développement à travers le secteur des mines. Plusieurs emplois créés depuis 2010, la Guinée revient au top 3 des pays exportateurs de bauxite. Retranché dans son village à Kolon dans la préfecture de Bofa, Sidia Touré ne trouve pas d'éloge pour le secteur extractif. Je vois apparemment qu'on exporte beaucoup de bauxite tout d'un coup. Je sais aussi que c'est parce que d'autres pays, notamment l'Indonésie et la Malaisie, n'acceptent plus les exportations brutes de bauxite sans transformation locale. Nous avons pris le relais. J'estime qu'on devrait en faire moins et que nous devrions nous préoccuper de la transformation de cette bauxite, de la bauxite chez nous. Le président de l'UFR est catégorique. Les prouesses dans la création des richesses à travers les mines ne suffisent pas. Les emplois créés à travers l'industrie extractive est moindre que le domaine agricole, qui demeure le seul choix pour un développement. Combien d'emplois se créent à Bokeh par les différents 10 000 emplois? Je vous parle dans le secteur agricole d'2 millions d'emplois. Donc on ne parle pas de la même chose. Il n'y a pas de privilège. C'est le seul choix que nous avons. Je ne cherche pas à privilégier quelque chose par rapport à autre chose. CBG est là depuis 45 ans. Il y a 5 000 emplois. Si nous avons le même chiffre d'affaires dans le secteur, ne serait-ce que du coton, de l'anacarde, du café ou du cacao, le Mali en guerre a été premier producteur de coton cette année. C'est près de 2,5 millions de Maliens qui travaillent dans ce secteur-là. Oui, ça c'est quelque chose qu'on appelle le développement. Agriculteur et économiste, le haut représentant du chef de l'État souhaite que l'agriculture soit ordonnée et mieux organisée. Il ne suffit pas de faire des annonces, il dénonce d'ailleurs certains cadres qui mentent au président de la République. Politique en ce qui concerne l'anacarde n'a pas été correctement mise en place. Ça, je l'ai dénoncé, j'ai essayé d'aider à fixer des prix de référence, mais c'est tout un travail. Cela ne se fait pas simplement en faisant des papiers au bureau ou bien en disant par téléphone au président, nous avons fini de planter ici, alors qu'en réalité, ce n'est pas cela. Selon le rapport ITIE 2016, les mines ont apporté plus de 12 000 milliards dans l'économie nationale. C'est près de 23% des contributions au produit intérieur brut. 2017 et 2018 en cours, la Guinée aura bien dépassé ces statistiques. Cependant, beaucoup attendent une meilleure redistribution de ces richesses.
L'actualité, c'est aussi la vague de réactions contre les propos jugés divisionnistes du président du PADES. Le balai citoyen est allé plus loin. Elle porte plainte contre Dr Ousmane Kaba. L'annonce a été faite officiellement ce lundi par l'avocat du balai citoyen, Maître Salifou Beavogui. Dans la plainte déposée au bureau du procureur, le balai citoyen accuse le président du PADES d'avoir tenu des propos ethnocentristes et régionalistes. Abdourahmane Ba et Djibril Kaba Kamara pour le compte-rendu. La déclaration de Dr Ousmane Kaba du 31 juillet sur la radio Milo FM continue de faire des vagues d'indignation. Le balai citoyen intente une action judiciaire contre le président du PADES. Maître Salifou Beavogui est à la charge. Cet honorable député que vous connaissez tous d'ailleurs a tenu les propos suivants. Et même le général Sekouba Konaté doit être associé, puisqu'il a été celui qui a donné le pouvoir aux Mandingues, car les autres voulaient aussi le pouvoir. D'après la cellule balai citoyen, les propos de Dr Ousmane Kaba sont de nature à exclure une partie de la couche sociale guinéenne, et le temps est venu pour l'auteur de répondre de ses actes. Un passage également indique, il explique: si vous acceptez qu'on transporte l'électricité par les poteaux, nous savons tous comment la Guinée est assise. D'autres viendront couper les fils. La cellule balai citoyen, cellule de veille, cellule apolitique, dont la neutralité se passe de commentaires, ne peut rester sans interpeller l'auteur de ces propos. Les faits présentés par la partie civile sont accablants. Cependant, le président du PADES, qui est député à l'Assemblée nationale, bénéficie de l'immunité parlementaire. Dans ce cas de figure, le flagrant délit est établi selon l'avocat. L'auteur des propos ici ne peut bénéficier de l'immunité parlementaire. Dès lors que les propos ont été tenus, il n'y a que moins de 10 jours. L'article 4 de la Constitution guinéenne protège le caractère sacré de l'unité des Guinéens. Toute personne qui violera ces principes va se retrouver face à la justice, a martelé Sékou Koundono, président de balai citoyen. Le principal concerné dit ne pas accorder d'importance à cette plainte qui pour lui ne peut prospérer. Dr Ousmane Kaba a plutôt bénéficié du soutien d'un leader politique, Mamadou Badi Koba. Le président de l'Union des forces démocratiques, UFD en abrégé, a animé un point de presse dimanche au siège du PADES. Pour lui, Ousmane Kaba n'est pas communautariste. Le pouvoir en place serait plutôt à la base de la montée du phénomène d'ethnocentrisme. Le reportage de Justin Leno et d'Abakar Din Kamara est rendu en studio par Mohamed Valek Touré. Je n'ai jamais perdu confiance en Dr Ousmane Kaba. C'est par ces mots que le président de l'Union des forces démocratiques a exprimé sa solidarité au leader du Parti des démocrates pour l'espoir. Après les nombreuses réactions condamnant les propos jugés communautaristes de Dr Ousmane Kaba, le président de l'UFD prend le contre-pied de tous. Depuis 2010, on a approfondi les vieilles tendances ethnicistes dans le pays. Et je vous dis qu'aujourd'hui, je suis convaincu que la faillite du système actuel, c'est le système politicien, le système politico-ethnique qui, comme il le dit, a privilégié la politicaillerie plutôt que le travail concret. Par ailleurs, Badiko, ancien allié du président de la République, a dénoncé les tares de la gouvernance actuelle avant d'imputer la responsabilité et problèmes ethniques aux locataires de Sékou-Touréa. Aujourd'hui, nous avons toutes les bases pour bâtir une Guinée unie, débarrassée de l'ethnicisme. C'est les politiciens qui ont fait déraper ça. Lorsqu'il y a eu les coordinations régionales au début des années 90, nous avons prévenu. On a dit attention, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Cette affaire, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Aujourd'hui, on est installé là-dedans. Il faut rappeler qu'une plainte a été déposée par le balai citoyen contre Ousmane Kaba, mais le président du PADES a laissé entendre qu'il ne répond pas à une plateforme qui cherche
de la publicité. Restons toujours avec cette polémique suscitée par ces propos d'Ousmane Kaba pour dire que le député Amadou Damaro Camara de la majorité présidentielle n'est pas allé par 1000 chemins pour condamner cette sortie. Il est au micro d'Aboulaye Sadio Diallo. J'ai déjà condamné cette sortie. Ousmane Kaba s'est exprimé en malinké. Je suis convaincu d'une seule chose, c'est que je parle parfaitement malinké. Je vais relever, il s'en défend aujourd'hui, mais ça est sur le net, je vais relever un certain nombre de points. Premièrement, il dit que le général Sekouba est à remercier pour avoir gardé le pouvoir ou remis le pouvoir aux Mandingues. Ça, c'est irresponsable de la part d'un leader politique ou de la part juste d'un citoyen qui, de bonne façon, compromet la légitimité des élections. Deuxièmement, il emploie le mot ou le symbole, c'est nous qui portons la calebasse de lait. Ce nous-là, c'est qui? Pour lui, c'est la Haute-Guinée. Parce que le procès est de la Haute-Guinée. Ça veut dire que le pouvoir est malinqué. C'est irresponsable de la part d'un leader politique. Après, il dit que si on doit mettre des poteaux pour partir des barrages par l'interconnexion construits en Basse-Côte pour aller en Haute-Guinée, et que nous connaissons la Guinée, on peut faire tomber des poteaux pour couper le courant à la Haute-Guinée. Ça, ce n'est pas dans le sens de l'unité nationale. Autre facette de l'actualité nationale, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, SLEG, s'est désaffilié de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG. L'annonce a été faite ce lundi par le secrétaire général Abakar Souma au cours d'un point de presse qu'il a animé à son siège. Après la FESABAG, c'est au tour du SLEG d'annoncer son départ de l'USTG. Voici un extrait de leur déclaration, les propos recueillis par Makiso et Ibrahima Souma. Considérant les multiples différends inconciliables qui ont toujours caractérisé en ces derniers temps les relations entre le syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée et l'Union syndicale de travailleurs de Guinée, USTG, décide de se désaffilier de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, c'est à compter de la date de signature du présent acte. Est désormais formellement interdit aux camarades membres du syndicat libre des anciens et chercheurs de Guinée, SLEG, à tous les niveaux, bureau exécutif national, union syndicale préfectorale et ou communale, de prendre part aux activités de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG. Transport à présent, une semaine seulement après la mise en circulation des bus offerts par la Turquie, certains d'entre eux commencent déjà à tomber en panne en pleine circulation. Des pannes qui interviennent un peu trop tôt aux yeux de bon nombre de Guinéens, mais du côté des gestionnaires de ces bus, on tente de minimiser le problème. Suivez ce reportage que nous signent Algassimou Yaliba et Yacouba Traoré. À peine mise en circulation, et bien voilà, des pannes commencent à se signaler. Une dizaine de bus de transport urbain ont déjà enregistré des problèmes dans la circulation. Des problèmes que ce responsable de la Sotragui tente de minimiser. On a constaté quelques pannes, mais selon les techniciens, c'est des pannes mineures, donc qui ont été résolues au fur et à mesure sur le terrain. D'autres, pour ne pas encombrer la circulation, on a demandé à ceux qu'ils soient au dépôt afin qu'ils suivent des séries d'entretien encore. Cette technicienne a un tout autre avis sur ces pannes. Le plus souvent, c'est les pannes de frein que nous rencontrons, surtout les pannes de frein à main. Vous savez, pourtant, avec les embouteillages dans la circulation, c'est une panne qu'on peut négliger avec la bouche, mais généralement, c'est une panne très grave. Parce que si tu ne peux pas arrêter le véhicule au moment voulu pendant la circulation avec les embouteillages, c'est vraiment grave. À ces problèmes vient s'ajouter le manque de pièces de rechange et la technicienne lance un appel afin que ce problème soit résolu.
Je lancerai un appel à l'État de nous aider vraiment à fournir les pièces de rechange. Parce que s'il n'y a pas de pièces de rechange, nous aurons assez de difficultés. Donc vous êtes déjà en manque de pièces de rechange? Beaucoup. Beaucoup. Des fois, il y a des problèmes de courroie aussi et autres, des petites difficultés. Donc, c'est pas facile. Sur les 50 bus, seulement 20 ont été mis en circulation pour le moment et déjà, les problèmes sont nombreux. Le scénario des bus de la Sotragui est bien à craindre. Un mot de religion dans ce journal, comme annoncé dans les titres, des candidats au Hajj 2018 souffrent au centre islamique de Donka. Certains sont sur place depuis plusieurs jours en attendant leur départ. Ils sont partagés entre crainte et angoisse au point de tomber malades. D'autres parmi eux accusent les responsables religieux d'arnaquer des candidats au pèlerinage. Du côté des responsables, aucun répondant. Mamadou Kalisso, Amara Alex Silla. Nous sommes au centre islamique de Donka. C'est ici que les candidats au pèlerinage récupèrent leur dossier pour la Mecque. Mais bon nombre d'entre eux ont fait plusieurs jours ici sans pouvoir voyager. C'est le cas de Sékou Tidiane Kondé qui se rend au lieu saint de l'islam pour le compte du pouvoir en place. Il a passé plus de 10 jours sur place, dit-il. Son départ a été avorté à maintes reprises. Il accuse certains responsables du centre islamique de Donka d'arnaquer des pèlerins. Chaque jour, on dit les passeports ne sont pas visés, les passeports ne sont pas visés. Et ils sont en train de prendre l'argent dans la main des autres ici, on voit ici, pour les faire partir. Ils disent maintenant d'attendre aujourd'hui que nous allons partir. Si nous ne partons pas aujourd'hui, vraiment, nous tous, nous allons se sortir sur le chef de l'État. Nous n'avons pas pu avoir les mises en cause pour étayer ces allégations. D'autres candidats au Hajj, exténués et angoissés, n'en peuvent plus. Vraiment, c'est très désolant. Pourquoi? Parce que hier, depuis 14h, nous avions programmé qu'il devrait voyager vers 18h. Mais tel ne fut pas le cas. Il a passé la nuit. Vous avez vu, vous avez visité, vous l'avez trouvé. Il est déjà malade. Franchement, je suis là à courir derrière lui pour trouver des médicaments ou la solution pour qu'il puisse partir. Mais impossible jusqu'à présent. Cet autre fidèle devrait voyager depuis le 4 août. Mais jusqu'à présent, il est sur place. Les responsables d'agences de voyage parlent de manque d'avions, ce qui irrite ces candidats. Il n'y a pas de vol, on est là, il fait chaud. Nous avons parlé avec beaucoup de gens, ils sont là, ça fait 3, 4, 5 jours, ils sont là. Regardez, il y a moins de tout là. Ils ont trop souffert, regardez, ils passent la nuit ici. Certains ont leurs pieds enflés déjà. Le dernier convoi devrait partir dans une semaine, ce qui laisse beaucoup de candidats perplexes sur l'accomplissement cette année du pèlerinage, 5e pilier de l'islam. 5 personnes avaient trouvé la mort à Kansoya par suite de noyade le 4 juillet dernier. Le danger guette encore les habitants de Kansoya. En lieu et place d'un pont normal, c'est une planche qui a été posée sur un pont à l'agonie. Les populations prennent des risques pour la traverser, mais elles semblent ne pas avoir d'autres choix. Pendant ce temps, les travaux de reconstruction du vieux pont se poursuivent avec le délai imparti de 45 jours qui est largement dépassé. Kansoya, le chemin périlleux, c'est un reportage que nous signent Mamadou Saliouba et Yacouba Traoré. Le même risque pour les engins il y a quelques mois et désormais pour les piétons. Sur un pont rouillé, presque détaché, des planches sur lesquelles des citoyens passent tous les jours la peur au ventre. Les planches réduisent certes le risque d'accident, mais si 2 groupes de personnes ne peuvent pas traverser en même temps, le risque est beaucoup élevé. Certaines personnes viennent en ayant des vertiges. Elles disent « Papa, je ne peux pas traverser et je viens au secours ». C'est ce que nous faisons jusqu'à 4 h du matin. Le pont décoiffé, les habitants empruntaient des pirogues de fortune pour traverser. Mais depuis la collision du 4 juillet dernier faisant au moins 5 morts, plus personne n'a osé reprendre la pirogue. Alors, les autorités locales ont trouvé ces planches pour permettre aux habitants de se déplacer. Un pari risqué, puisque les travaux sont bloqués. Le remblai que nous avons ici, l'envergure c'est au moins 4 mètres ou 5 mètres. Et l'envergure de la grue qui doit prendre ce poids est aller jusqu'à 8 mètres de chaque côté.
ça fait ça, son repos. Mais s'il n'y a pas ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ils n'ont qu'à chercher d'autres moyens. Les ingénieurs avaient donné un délai de 45 jours pour finir les travaux. C'était le 27 mai dernier. Aujourd'hui, le délai est largement dépassé et les habitants ne peuvent plus attendre. Vu la souffrance de la population de Kansoya, tout le monde est concentré et connecté sur la ville. Donc sans la ville, on ne peut rien faire. Les responsables du chantier justifient le retard par des travaux additionnels. Avec ce pont, un grand danger guette les habitants de Kassoya. Pour clore ce journal, tel qu'annoncé dans les titres, un corps sans vie a été découvert ce lundi matin à Yataya Fossidé, dans la commune de Ratoma. Une équipe d'ouvriers de construction qui l'aurait découvert lors d'un embarquement de briques juste à côté du caniveau dans lequel il se trouvait. Aussitôt informés, les autorités du quartier ont tout de suite débarqué sur les lieux pour prendre la situation en main. L'unité régionale de police technique et scientifique de la gendarmerie nationale était aussi sur les lieux. Il ne manquait plus que la Croix-Rouge qui possède les équipements nécessaires pour déplacer ce corps en décomposition des lieux et procéder à son inhumation. Fatou Kébé et Ibrahim Awal Kamara. En état de décomposition avancée, ce corps de sexe masculin a été découvert aux environs de 11 heures dans un caniveau faisant face à une briqueterie à Yataya Fossidé. Ce sont des ouvriers d'une entreprise de construction qui l'ont découvert lors d'un curage de caniveau. Ce caniveau bloqué par des ordures empêchait les eaux de pluie de suivre une voie normale. Elles se frayaient donc un chemin pour traverser la route et aller vers la briqueterie. Je venais prendre des briques. Celui dont je voulais pas les briques chez lui, c'est ce dernier qui m'a déplacé de venir soulever les dalles que vous voyez là. C'est au cours de la soulevation des dalles qu'on a vu qu'il y a un corps. Donc on a alerté les autorités. Dès qu'ils ont eu cette information, les autorités du quartier ont répondu présents sur les lieux afin de passer à d'éventuelles identifications du corps, mais en vain. Et l'unité régionale de police technique et scientifique de la gendarmerie nationale, aussi sur les lieux, a procédé à un constat afin d'ouvrir une enquête. Pour le chef de quartier, ce corps ne peut être identifié que sur papier d'adresse. Le corps est en état de décomposition. On ne peut pas connaître maintenant qui est qui. Au moins, on attend les autorités ici, ils peuvent fouiller dans sa poche. Si on peut trouver un papier d'adresse, c'est en cela maintenant qu'on peut l'identifier. Mais physiquement, on ne peut pas l'identifier. Au moment où nous quittions les lieux, le corps n'avait pas été déplacé du caniveau. L'équipe de la Croix-Rouge, longtemps attendue, n'était pas encore arrivée, alors qu'ils étaient informés depuis plus de 3 heures, d'après le chef de quartier. Le corps sera enterré au cimetière de Yataya sous la responsabilité des autorités du quartier. C'est une consigne du procureur de la République près du tribunal de Ratoma, nous a-t-on confié. Voilà donc cet élément met fin à ce journal réalisé par l'ensemble de l'équipe technique et rédactionnelle d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.